Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie, panorama des systèmes d'étanchéité statique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler panorama des systèmes d'étanchéité statique. Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception, investigation, tant au niveau des produits que des process. Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits. Maîtriser le couplage essai-simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût, qualité et délai. Découvrez un panorama de systèmes d'étanchéité statique utilisés dans l'industrie qui vous donnera un aperçu des nombreuses possibilités. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Stéphane Javano, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Javano, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc comme l'a introduit Monsieur Souma des techniques de l'ingénieur, je vais vous présenter un panorama des systèmes d'étanchéité statique. Alors, pour faire court, du coup, j'ai été embauché, je travaille au CETIM pardon depuis 2016 et mes missions au sein du CETIM sont, alors je suis ingénieur d'études et prestations et mes missions s'axent plutôt autour de l'aspect simulation et également essai, donc simulation par élément fini ou par méthode analytique telle que le N1591 et donc sur des systèmes d'étanchéité autant sur joint de bride, enfin sur assemblage à bride avec joint plat ou sur étanchéité particulière avec joint torique ou joint de dimension spécifique. Voilà. Donc je vais passer rapidement sur ces slides qui reprennent ce que Monsieur Souma a introduit précédemment pour en arriver à la présentation. Donc rapidement une présentation des grandes familles de joints. Voilà, donc on a les étanchéités par contact axial ou radial indirect, par joint torique ou joint élastomère. Donc on a différents types de joints. Il va y avoir les joints toriques, élastomères, PTFE, silicone, des joints rectangulaires, des joints en section en forme de X, quadrilobe, des joints en T, ainsi que des sections en C, élastomère ou PTFE qui peuvent parfois être énergisées, soit gonflées avec un gaz, soit énergisées avec un ressort à l'intérieur du joint. Voilà. Après, on va avoir les étanchéités axiales par contact axial indirect, donc majoritairement au sein des assemblages à bride, donc utilisation de joints plats. Joint élastomère à base PTFE, joint fibre élastomère, joint à base de graphite et joint à base de mica, vermiculite, etc. Donc il y a différentes caractéristiques qui sont pour les utilisations de ces joints qui sont présentées sur cette slide. Je reviendrai un peu plus en détail plus tard dans la présentation sur les utilisations, les températures, les types de fluides, etc. sur chacun des types de joints. Voilà, on va avoir les joints semi-métalliques ou métalliques, donc joints spiralés, joints massifs métalliques, les joints métalloplastiques, etc. Également, on va avoir les joints métalliques élastoplastiques. Donc, ce sont des joints qui vont se déformer plastiquement lors de la mise en place et de l'écrasement des joints. Donc, ce sont des joints qui peuvent également être énergisés avec des ressorts. Il y a également dans cette catégorie les joints massifs métalliques tels que les joints RTJ ou également les joints à souder. Voilà, donc je reviendrai plus en détail. Ces slides sont comment dire,
une présentation des systèmes. Du coup, je vais revenir plus en détail après dans les slides suivantes sur les différentes technologies. Et après, on va avoir également les étanchéités par contact axial direct. Donc, ça va être les étanchéités métal-métal, contact plan-plan, contact cône-sphère ou autres géométries telles que des contacts métal-métal à l'intérieur de raccords CERTI, par exemple. Voilà, donc pour commencer avec les joints élastomères, on va avoir différents types de joints élastomères. Il peut y avoir autant des joints toriques que des joints plats en élastomère. Donc les deux slides suivantes présentent les différents matériaux de joints alors bien faire attention. Je laisserai chacun relire à sa convenance les différents matériaux et caractéristiques associées. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Tous ces slides ont pour but de bien sensibiliser à faire attention que un joint élastomère n'est pas, bien souvent qui sont des joints noirs, donc un joint noir n'est pas qu'un joint noir. Il y a différents matériaux en fait qui peuvent être utilisés et qui sont bien spécifiques à différentes utilisations. Voilà, donc bien faire attention en fonction des utilisations qu'on en a, de se renseigner auprès des fabricants de quelle matière sera fournie et quelle matière on est censé utiliser pour les applications qu'on souhaite. Donc là, on va rentrer dans une partie de joints plats non métalliques avec ou sans insert. Donc on va commencer avec les fibres sans amiante qui du coup ressemblent visuellement comme à l'époque des joints avec amiante, ils leur ressemblent énormément. Ils ont été faits pour les remplacer. Les caractéristiques mécaniques sont comparables aux joints qui étaient à base d'amiante, donc caractérisé par un écrasement de à peu près 0,3 à 0,5 mm pour une épaisseur de 2 mm de joint, ce qui représente 15 à 25% de l'épaisseur initiale, et une reprise élastique comparable, faible de quelques centièmes de millimètre. Voilà, donc c'est des joints qui sont cadrés par les normes 12560-1 et pour les joints américains de type classe, sont cadrés également par la norme 1514-1 pour les joints européens de type PN. Et donc, pour décrire un peu ces joints, ils peuvent être constitués d'un élastomère qui sert de liant pour les fibres. La nature de l'élastomère impacte énormément le comportement en service du joint. Donc, comme je l'ai expliqué sur les premières présentations des élastomères, à bien faire attention à quel élastomère on utilise pour quel fluide on utilise, quelle température, quelles conditions de service. La technique de fabrication influence l'orientation des fibres et c'est un élément important pour l'étanchéité, on le verra plus tard. Ces joints peuvent être renforcés par des inserts métalliques et les fibres qui composent le joint jouent un rôle essentiel sur la tenue mécanique des joints. Voilà, donc les applications industrielles dues à une diversité de fibres assez vaste, ça donne accès à de nombreuses applications dans de nombreux secteurs industriels tels que le secteur de la pétrochimie, l'agroalimentaire, etc. Et également, ce sont des joints qui sont utilisés avec des brides à face plate ou à face surélevée. Les fluides compatibles sont pratiquement tous les fluides. L'utilisation en milieu de vapeur exceptionnel. Attention toutefois au phénomène d'hydrolyse. Les températures d'utilisation sont inférieures à 250 degrés en général et les limitations de pression les limitations d'utilisation sont pour les basses pressions, en l'occurrence précisées pour limiter à des pressions nominales de 63 bars et des classes 900 pour les joints américains. Les états de surface doivent être de bonne qualité sans être trop lisses parce que à l'écrasement, les aspérités des brides vont servir à faire que le joint comble ces aspérités pour une meilleure étanchéité. Ça va créer une infinité de multiples interfaces d'étanchéité
Donc, bien faire attention à l'état de surface des brides qui doit être compris entre un RA de 3,2 et de 12,5 en fonction des joints. Les serrages admissibles, donc à température ambiante, le joint peut supporter des serrages très élevés sans destruction pour une épaisseur de 2 mm. En température, par contre, attention, les contraintes maximales admissibles diminuent sensiblement. Et à bien avoir en tête que plus le joint est épais, plus faible est la contrainte admissible. Voilà, donc en précaution d'utilisation, la qualité du serrage et le respect des niveaux de serrage préconisés sont essentiels au bon fonctionnement de ce type de joint. Certaines fibres sont sensibles à l'hydrolyse, donc attention, lorsque le fluide véhiculé est de l'eau ou de la vapeur, l'absorption de l'humidité peut conduire notamment peut réduire notablement la résistance mécanique du joint. Les matériaux à base d'élastomère continuent de vulcaniser en service, donc c'est des joints qui ont une durée de vie, et plus les températures sont élevées, plus la vulcanisation est importante, et une fois que la vulcanisation est terminée, les matériaux du joint peuvent être fragilisés parce qu'ils deviennent en général plus rigides et se fissurer sous une charge excessive. Ces joints doivent donc être utilisés avec précaution pour des épaisseurs supérieures à 2 mm. Et pour le stockage, les liaisons élastomères qui ne devraient généralement pas être utilisées après environ 4 ans, suivant leur date de fabrication. Ces matériaux élastomères se dégradent même en conditions de stockage. Donc ça, c'est à faire attention avec les fabricants à bien préciser les dates, les durées de stockage et également les durées de vie des élastomères en fonction des températures ou quoi que ce soit. Sur le point de l'étanchéité, ce sont des joints dont l'étanchéité s'améliore avec le serrage. Donc c'est des joints qui, schématiquement, plus on serre fort, plus ils sont étanches. Attention, cependant, cette théorie est vraie jusqu'à la contrainte maximale admissible sur le joint qui du coup, cette contrainte maximale admissible, elle est déterminée en essai, c'est le moment où le joint casse en fait. Donc il y a bien évidemment un moment où on va serrer trop fort, le joint va plus le supporter, il va casser et donc il va plus remplir sa fonction d'étanchéité. Ce qui est du coup intéressant de voir sur ce graphique avec en abscisse à gauche le flux de fuite, en ordonnée à gauche pardon le flux de fuite, en ordonnée à droite on va avoir les contraintes appliquées sur le joint, température et pression. On peut voir que sur la courbe bleue, qui est la fuite, la courbe noire représente la contrainte appliquée sur le joint. Donc là, on peut bien voir que plus on écrase le joint, plus il est étanche. Et pour le dernier palier d'écrasement, le joint reste étanche à des bons niveaux d'étanchéité, même avec une contrainte résiduelle assez faible sur le joint. Par contre, du coup, l'étanchéité, elle est perdue assez brutalement pour une faible variation de contrainte. Donc attention, c'est des joints qui sont sensibles qui peuvent être très sensibles au délestage. Voilà, on en vient aux joints à base de PTFE qui sont cadrés par les normes 12560 toujours -1 pour les joints classe, 1514-1 pour les joints PN. Donc le PTFE, c'est un matériau synthétique, thermoplastique, qui se compose d'une chaîne d'atomes de carbone entièrement fluorés. De nombreux joints à base de PTFE sont disponibles sur le marché. On peut identifier plusieurs classifications de joints à base de PTFE. Il va y avoir les PTFE purs, les PTFE chargés à base de fibres de verre ou fibres de carbone, les PTFE modifiés, expansés et également renforcés avec des inserts métalliques. Les différents types de joints à base de PTFE, il va y avoir les joints PTFE simples, donc fabriqués à partir de PTFE purs avec un traitement minimum. Ces joints présentent une résistance chimique extrêmement vaste, mais ont une faible tenue mécanique. Pour pallier à cette tenue mécanique, il va y avoir vont être mis en place des PTFE traités ou chargés. Donc pour pallier à la tenue mécanique qui va être du PTFE pur, donc c'est un matériau qui flue énormément. Donc on peut intégrer à ces joints d'autres composants qui représentent jusqu'à 50% ou plus dans la fabrication des joints.
Il est souvent impossible de trouver une indication claire concernant les composants et leur identité. Cependant, des critères d'étiquetage pour joint plat spécifiés dans la norme DIN 28091-3 permettent d'apporter une réponse à ce problème d'identification des composants. Le PTFE chargé conserve généralement l'inertie du PTFE non chargé. Parmi les centaines de charges possibles, seules une trentaine sont utilisées dans l'industrie pour des raisons techniques et commerciales. Pour les différents types de joints à base de PTFE, on a également pour les PTFE traités chargés, les qualités que confèrent les PTFE chargés aux joints sont pour les charges à base de verre, ça va améliorer la résistance à la compression, et pour les charges de carbone qui vont apporter une excellente résistance à la compression, une faible perméabilité et une diminution du coefficient de dilatation si on combine cette charge de carbone avec de la céramique. Pour le PTFE expansé en ruban ou en cordon, ce sont des matériaux qui sont extrêmement compressibles et souples et qui sont disponibles sous forme de ruban avec une face adhésive. Voilà, c'est un matériau qui présente quelques améliorations d'écoulement et de fluage à froid comme d'autres formes traitées. On peut l'enrouler sur le plan de joint de la bride, le découper et le faire se chevaucher avant de comprimer les brides. Du fait de sa haute compressibilité, en fait, c'est un joint qui va venir épouser, même s'il est superposé, qui va venir bien épouser les différents vides qui sont créés. Mais par contre, du coup, ce sont des joints qui sont utilisés pour des températures et des pressions moins sévères que le PTFE non expansé. Pour les applications industrielles, ce sont des joints qui étaient initialement utilisés dans le domaine de la chimie. Ils présentent un haut niveau d'étanchéité sous faible serrage et permettent une utilisation avec des brides fragiles, des brides en verre ou des brides émaillées. Du fait des améliorations apportées dans le comportement mécanique du joint et son niveau d'étanchéité, il est de plus en plus utilisé notamment dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et aussi dans la pétrochimie et la papeterie. Et attention cependant avec tout phénomène d'irradiation qui pourrait dégrader le matériau du joint qui est le PTFE. Donc pour les types de fluides, des charges telles que le graphite, le borosilicate ou le dioxyde de silicone peuvent éroder et contaminer le milieu. Les charges dans le PTFE, elles peuvent ne pas être stables ou même avoir un effet catalytique sur le procédé. Donc attention, ça peut polluer le procédé. Alors les fluides à température et sous pression élevée, les halogènes réagissent sur le PTFE. L'utilisation du PTFE est limitée en raison de la perméabilité au chlore liquide et au brome. À température ambiante, attention, les hydrocarbures fluorés gonflent ou gélifient le PTFE de manière irréversible. Et de manière générale, le PTFE résiste bien aux acides et aux bases couramment employés dans l'industrie. Par contre, il ne fait pas partie des polymères résistants aux radiations. Pour l'aspect température, la principale limitation des joints PTFE sont un niveau de température maximale admissible relativement élevé. La température de fusion du PTFE est de 327 degrés, limitant très vite les températures d'utilisation, même lorsque le PTFE est chargé. La température maximale pour ce type de joint est de l'ordre d'environ 225 degrés. Pour les pressions, ce sont des joints qui sont limités aux utilisations à des pressions de 63 bars ou classe 900 pour les joints américains. Le niveau de pression admissible dépend du serrage acceptable et donc réduit en température ou lorsqu'il est utilisé avec des portées de brides fragiles. L'état de surface que doivent respecter les brides pour ce type de joint sont comprises entre un RA de 3,2 et 12,5, de la même manière que les joints plats sans amiante. Et le serrage admissible, comme pour tous les joints à base de fibres, les joints PTFE ont des niveaux de serrage très différents selon les types de PTFE et selon les fabricants. Le niveau de serrage dépend aussi fortement de l'épaisseur.
Les précautions d'utilisation, donc la limite d'utilisation de ces joints est donnée par le couple contrainte sur le joint et température de service, et par sa faible résistance au fluage, donc au desserrage des brides industrielles. Sa grande capacité à étancher sous faible serrage lui permet toutefois de conserver un haut niveau d'étanchéité. Et on prendra garde également aux joints à base de PTFE expansés qui, avec leur compressibilité élevée, peuvent avoir une épaisseur résiduelle trop faible pour accepter des défauts sur les portées d'étanchéité et donc sont très sensibles à l'écartement possible des portées, voilà, donc sont sensibles au délestage. Concernant le vieillissement, les joints à base de PTFE ont un bon comportement dans le temps. Le matériau ne présente pas en général de dégradation. Avec le temps, le joint garde son pouvoir à étancher sous réserve qu'il conserve, malgré le phénomène de fluage-relaxation, un serrage suffisant sur le joint. Voilà, ici une présentation un peu de ce qui peut se produire dû au phénomène de fluage sur les joints PTFE. Donc on a la photo de gauche qui présente un joint écrasé sous face de bride plate et à droite sous face de bride surélevée. Donc dû au fluage du joint, en fait, le joint a tendance à partir dans l'espace qu'il a de disponible et donc au fur et à mesure de s'aplatir indéfiniment, quoi. C'est un fluage constant. Voilà, on risque sur un serrage trop élevé d'avoir un joint qui ne répond plus à sa fonction d'étanchéité et également du coup par exemple sur l'exemple de joints à face plate, on peut avoir le joint qui vient à l'intérieur de l'assemblage à bride dans la veine fluide, quoi, ce qui peut être dangereux pour le process. Les joints en PTFE admettent des desserrages importants avant la perte d'étanchéité et son intérêt est le niveau d'étanchéité conservé supérieur à la plupart des autres matériaux. Donc là, on peut voir sur le graphique, comme présenté tout à l'heure, avec la courbe de fuite en bleu et la courbe de compression en noir, on peut voir que donc on a un niveau d'étanchéité qui est assez constant pour les contraintes appliquées sur le joint, mais si on regarde plus à droite du graphique, on voit que le taux de fuite augmente brusquement pour un faible délestage. Voilà, donc maintenant on va passer aux joints à base de graphite qui sont toujours cadrés par la norme 12560-1 pour les joints américains et 1514-1 pour les joints PN européens. Ils sont présentés alors sous forme de feuilles généralement rigidifiées par un insert qui peut prendre diverses formes, treillis, feuillard métallique, picots de différents profils. Le matériau est essentiellement du graphite pur avec une teneur en carbone élémentaire généralement supérieure à 95%. Et c'est un matériau qui offre une large résistance chimique, bien qu'il ne doive pas être utilisé dans les environnements oxydants. Donc les caractéristiques de ces joints dépendent de la qualité du matériau de base, la densité, pureté, la colle qui peut être utilisée entre les différentes feuilles de graphite, les dimensions maximales de calendrage. La technique de fabrication, donc la caractéristique des joints dépendent également des techniques de fabrication, toujours au niveau de la densité pour la redensification éventuelle, des colles, d'inserts, d'épaisseur et de mode de découpage. Et sont également dépendants de la géométrie, donc l'épaisseur et la largeur du joint. Les applications industrielles, donc les températures de service trop élevées, pour les autres types de joints plats, on peut venir à utiliser des joints graphite pour des applications en température plus élevée que les joints présentés précédemment. Pour la compatibilité avec les fluides, attention au phénomène d'oxydation, mais globalement, ce sont des joints qui sont compatibles avec un grand panel de fluides. Et pour les températures, la principale caractéristique des joints à base de graphite, c'est leur performance à haute température. Toutefois, des problèmes de corrosion au milieu oxydant peuvent limiter leur usage à des températures voisines de 400 ou 450 degrés. Les inhibiteurs de corrosion améliorent très sensiblement le comportement dans le temps du graphite et l'utilisation de colle pour assurer l'adhésion des couches et des inserts métalliques sont une source de limitation en température d'un produit qui autrement peut accepter des niveaux de température de l'ordre de 550 degrés.
Pour les pressions, on est toujours limité, comme précédemment, à des pressions de 63 bars ou des pressions équivalentes à des classes 900 pour les joints américains. Pour les états de surface, on reste sur des RA compris entre 3,2 et 12,5, toujours pour les mêmes raisons, hein, pour que à l'écrasement des joints, la matière du joint vienne épouser les différentes aspérités des brides et donc créer des interfaces étanches, plusieurs interfaces étanches. Et pour le serrage admissible, l'influence de l'épaisseur est particulièrement importante. Et l'influence de la température est moindre que pour les joints à base de fibres ou les joints en PTFE. L'influence de l'insert métallique n'est pas essentielle concernant la limite en compression du joint, elle est essentiellement notable dans la résistance à la pression interne sous faible serrage. L'insert métallique a aussi un rôle important dans la tenue du joint lors de sa manipulation. Sans insert métallique, le joint est fragile et friable, donc il se casse facilement. Pour les précautions des joints à base de graphite, donc il est conseillé de monter ce type de joint pour des applications où les risques de corrosion sont connus. Il est déconseillé, pardon, de monter ce type de joint pour des applications où les risques de corrosion sont connus. Et donc, sans insert métallique, le joint est fragile, donc attention aux manipulations. Et le graphite a tendance à coller aux portées d'étanchéité, notamment en température, ce qui conduit à la destruction du joint au démontage et qui pose des problèmes pour le nettoyage des portées, mais aussi sur un aspect sécurité pour la libération de l'insert métallique qui peut être coupant ou qui peut être dangereux pour celui qui va retirer le joint. Voilà, bien faire attention à la manipulation de ces joints au démontage. Et pour l'aspect étanchéité, là on va toujours être avec un joint qui, plus on le serre, plus il devient étanche, mais dont l'étanchéité en fait est très sensible au délestage. À chaque fois que le joint est délesté, on peut constater que le niveau de fuite augmente à chaque fois. Voilà, donc l'étanchéité de ce type de joint s'améliore sensiblement avec le niveau de serrage. Le niveau d'étanchéité est sensible à la variation de l'écrasement du joint de façon comparable dans les phases de serrage et la phase de desserrage. Et du fait de la densification de la matière, le niveau d'écrasement augmente. Plus le joint est sensible, le joint est plus sensible à l'effet de délestage. Et pour un niveau d'étanchéité comparable, les joints à base de graphite en feuille demandent des efforts de serrage sensiblement supérieurs à celui qui est requis pour les joints à base de fibres. Ils sont a priori moins étanches que les joints à base de fibres. Voilà, donc là on va passer sur les catégories de joints semi-métalliques ou à enveloppe. Donc en premier lieu, je vais vous présenter les joints spiralés. Donc là, eux qui sont cadrés par les normes 12560-2 pour ou l'ASME B1620 pardon, pour les joints de type classe, les joints américains, et cadrés par la norme 1514-2 pour les joints PN européens. Donc la conception du joint recherche la complémentarité entre un matériau utilisé pour assurer l'étanchéité, qui est l'insert, et un matériau pour assurer la tenue mécanique, qui sont les spires métalliques. Donc les inserts et spires métalliques qui sont représentés avec l'indice 1 et 2 sur la figure de droite. Donc, les joints spiralés sont constitués d'un feuillard métallique et d'un ruban intercalaire enroulé en spirale. Le feuillard métallique peut être en acier inoxydable, en nickel, en titane, etc. Les intercalaires les plus courantes sont le graphite, le PTFE et le mica. On peut aussi utiliser des céramiques en très haute température. Et cet intercalaire est choisi en fonction du milieu à étancher, pression, température et fluide. L'utilisation simultanée de deux garnissages est possible, par exemple PTFE graphite ou graphite mica. Le ruban métallique et l'intercalaire constituent la partie active du joint. C'est cette surface qui sert au calcul de la contrainte de serrage à appliquer sur le joint. Donc, ces joints peuvent avoir également un anneau extérieur qui assure la tenue radiale du joint, une limitation à la compression et un centrage sur le cercle de la boulonnerie. L'anneau intérieur permet d'éviter, lui, le flambement et la rupture des soudures des spires.
il est obligatoire pour certaines dimensions et certains types d'intercalaires. Là, on peut voir sur la figure de droite, par exemple, un joint, sur la photo de droite, pardon, un joint qui donc, présente des chevrons, en fait, ça va faire des pics en fait sur le diamètre intérieur, et ça, c'est un phénomène de flambement des différentes spires. Donc ça, c'est un phénomène qui peut être évité avec l'utilisation d'une bague interne. Voilà, donc les paramètres de fabrication, on va avoir la géométrie des spires métalliques, l'épaisseur du feuillard, section en V, etc., le matériau des spires, la nature de l'intercalaire, l'épaisseur de l'intercalaire, dénommé aussi insert, la tension des spires, le nombre de spires sans intercalaire sur la partie intérieure et extérieure, les points de soudure des spires sur l'intérieur et l'extérieur, et également la présence d'un anneau intérieur et ou d'un anneau extérieur. Les applications industrielles sont assez vastes. C'est des joints qui sont utilisés dans le domaine de la chimie, la pétrochimie, l'énergie, l'agroalimentaire, le spatial. Il est adapté à une large gamme de fluides, compte tenu des possibilités de choix des matériaux de spire métalliques et des anneaux, pardon, et de la nature des inserts, que ce soit des fibres, PTFE, graphite, vermiculite, céramique, etc. Pour les températures, les joints spiralés peuvent être utilisés de la cryogénie aux températures très élevées, jusqu'à 600 ou 800 degrés, en fonction des matériaux qui sont utilisés. Et la nature de l'insert et des matériaux de spire et anneaux sera adaptée aux conditions de service. Pour les pressions, la variété de possibilités de fabrication permet de s'adapter à une très large gamme de pressions. Ce joint nécessitant un serrage important, il faut donc s'assurer que l'assemblage est compatible avec une forte tension dans la boulonnerie. Il est adapté jusqu'à des pressions allant jusqu'à des pressions nominales de 160 bars et classe 2500 pour les classifications américaines. Pour l'état de surface, il y a un petit tableau ici qui présente en fonction des conditions d'utilisation, différents RA à différents états de surface à respecter sur les phases de bride. Pour le serrage admissible, si le contact métal-métal est recherché et que l'anneau de centrage extérieur du joint est aussi considéré comme un anneau limiteur d'écrasement, l'effet du serrage maximal est lié à la tenue mécanique de cet anneau. Mais attention toutefois, le mode d'utilisation des joints spiralés n'est pas partagé par ce mode d'utilisation, c'est-à-dire comprimer le joint jusqu'au contact métal-métal avec les anneaux, n'est pas partagé par l'ensemble des fabricants parce que ça peut engendrer une destruction prématurée du joint, ça peut également engendrer une rupture de la boulonnerie parce que du coup on va avoir un effort qui va augmenter très rapidement dès lors qu'on va être en contact avec ces anneaux. Et on peut également dépasser la limite élastique des brides par une mise en parapluie excessive, c'est-à-dire une rotation des brides. Plus on serre la boulonnerie, plus on va venir appuyer sur la boulonnerie étant à l'extérieur des anneaux. On va créer un bras de levier qui va faire qu'on va déformer excessivement on va tendre à déformer excessivement les brides, parfois au-delà de la limite élastique. Pour le serrage admissible, l'intérêt du joint utilisé en contact métal-métal est de ne faire remplir au joint que son rôle initial qui est d'assurer l'étanchéité. Les efforts liés aux effets thermiques et aux efforts extérieurs sont repris par les brides et non par le joint. Et de même que l'effet d'un surserrage initial sur le joint, la protection de celui-ci est assurée par le blocage en écrasement obtenu par les anneaux métalliques ou la gorge dans laquelle le joint est inséré. S'il y a des anneaux métalliques, c'est en général utilisé entre des brides plates. S'il n'y a aucun anneau ni intérieur ni extérieur, ce sont des joints qui sont utilisés dans des brides qui ont des faces dites à double emboîtement. Voilà, donc c'est des joints qui sont montés en gorge. Pour le serrage admissible, donc pour les joints installés en gorge, il convient de signaler qu'il faut s'assurer du bon dimensionnel des joints, et en particularité des diamètres intérieurs et extérieurs qu'il faut comparer aux dimensions de la gorge. Si le joint est monté serré, il y a de fortes chances pour que le niveau de serrage à appliquer pour obtenir le contact métal-métal au niveau des brides soit nettement plus important que le niveau de serrage théorique,
puisque le joint ne peut pas se déformer sans la présence d'espace libre. Il existe également une version de joint à faible pression d'assise, ou low stress, qui a été développée pour permettre d'atteindre le contact métal-métal avec l'anneau de centrage sous des niveaux de serrage qui sont relativement faibles, de l'ordre de 35 à 50 MPa sur le joint. Cela a par contre pour effet une performance en étanchéité légèrement inférieure au joint spiralé standard. Pour les précautions d'utilisation, toujours, la recherche du contact métal-métal avec l'anneau de centrage conduit parfois l'installeur à serrer exagérément le joint, ce qui peut conduire à des déformations de bride ou à des ruptures de boulonnerie. Le matériau utilisé pour l'intercalaire limite l'utilisation des joints spiralés de la même manière que pour les joints à base de matériaux tendres en température. Et ce type de joint a une largeur effective souvent réduite comparée aux autres types de joints. Il est donc plus sensible que les autres à des défauts de parallélisme ou à des défauts de portée ou d'alignement des tuyauteries. Toujours pour les préconisations d'utilisation, le conditionnement et l'assemblage doivent maintenir l'intégrité du joint pendant le stockage et le transport. Attention à la déspiralisation lors du déballage. Si on a les soudures qui lâchent, en fait, il va y avoir les différentes spires métalliques qui vont se dérouler. En fait, on se retrouve avec un ressort et donc du coup, s'il y a une rupture, ils peuvent se dérouler très vite et venir blesser la personne qui manipule le joint. Le flambement peut aller jusqu'à une rupture des spires internes, plus précisément des points de soudure. Sur site, cette destruction peut passer inaperçue. Le joint perd toute son élasticité et donc il est très sensible à la moindre variation du serrage ou de l'écartement des portées. Ces joints doivent être stockés à plat en évitant toute charge importante sur le joint. Donc bien faire attention aux conditions de transport et de stockage pour ce type de joint. Au niveau de l'étanchéité, sur le graphique, ici, on peut voir que, alors c'est des joints dont les performances en étanchéité augmentent légèrement avec plus le serrage est élevé. Sur le graphique, on peut voir entouré en orange des performances en étanchéité qui augmentent énormément. Donc, on peut atteindre des niveaux d'étanchéité très faibles. Attention, parce que ces niveaux d'étanchéité on a constaté en laboratoire le niveau d'étanchéité du joint est influencé par la température de l'anneau. Donc en fait, les niveaux d'étanchéité qui sont entourés en orange, en fait, les brides sont venues en contact avec l'anneau métallique et c'est la peinture de cet anneau qui est venue faire l'étanchéité en plus des spires du joint. Donc attention là, dès que les brides se délestent et que le contact n'est plus assuré avec cette peinture, et du coup on retrouve des niveaux d'étanchéité qui sont assurés par les spires, donc d'un niveau ici en moyenne entre 10-3 et 10-4. Voilà, donc le niveau d'étanchéité varie grandement en fonction de la construction du joint. Avec un insert PTFE, c'est là que l'étanchéité est la meilleure. Pour obtenir une bonne étanchéité, ces joints demandent une pression d'assise importante de l'ordre de 100 MPa. Et ce type de joint est particulièrement dépendant du fabricant. Les niveaux d'étanchéité seront donc aussi différents d'un fabricant à l'autre. Et le joint spiralé à faible pression d'assise atteint le contact métal-métal à un niveau de serrage plus faible que les joints standards. Une fois le contact métal-métal obtenu, le surserrage n'améliore pas l'étanchéité. Attention. Il est donc logique que le joint à faible pression d'assise soit moins étanche que le joint standard. Donc toujours pour les joints semi-métalliques, on en arrive aux joints striés revêtus qui sont entre autres appelés cam profil. Donc ces joints sont cadrés par les normes 12560-6 pour les joints américains de type classe et cadrés par la norme 1514-6 pour les joints européens de type PN. Voilà, donc c'est des joints qui sont constitués d'une âme métallique dont l'épaisseur courante est de 3,2 mm, partiellement striée sur les deux faces.
Et les matériaux les plus couramment utilisés sont l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou le laiton, l'inconel ou le monel et le nickel. Et lame métallique striée, elle est revêtue d'un matériau tendre, le plus souvent du graphite, du PTFE ou des feuilles à base de fibres ou de mica. Lors du serrage, ce revêtement épouse les stries formées sur lame métallique pour boucher le chemin de fuite. Donc de même que les joints plats classiques présentés plus tôt viennent combler en fait les aspérités des états de surface des brides, en fait sur ce type de joint avec lame métallique, le matériau, le revêtement plus mou va venir également, en plus d'épouser l'état de surface des brides, va venir épouser les stries du joint, donc ce qui va améliorer l'étanchéité. Les applications industrielles de ce type de joint, donc ils sont utilisés dans la chimie, la pétrochimie et l'énergie, et il convient particulièrement pour des applications où la boulonnerie est trop faible pour résister à la contrainte nécessaire au serrage correct des joints spiralés. Il est adapté à une large gamme de fluides compte tenu des possibilités de choix, des matériaux. Alors ici, je m'excuse, il y a une petite erreur. Donc c'est pas la gamme de fluides, la compatibilité avec la large gamme de fluides, elle est ici assurée par les revêtements mous qui vont être appliqués sur l'âme métallique du joint et non les spires qui sont eux pour les joints spiralés. Au niveau des températures, pareil que pour les joints spiralés, on va de la cryogénie jusqu'à des températures élevées, jusqu'à 600 degrés selon la nature du revêtement et des matériaux métalliques. Les revêtements PTFE limitent l'utilisation du joint à 260 degrés. Le revêtement en graphite limite l'utilisation du joint à 450 degrés en atmosphère oxydante. Suivant l'acier inoxydable employé pour lame, l'utilisation sera limitée à 500 ou à 850 degrés. Et la température maximale d'utilisation, une température maximale de 1100 degrés peut être obtenue avec une lame en inconel. Pour les pressions, donc ils peuvent être utilisés. Donc cette variété de possibilités de fabrication permet de s'adapter à une très large gamme de pressions. Et il est adapté pour des pressions jusqu'à 400 bars ou une classe 2500 pour les joints américains. L'état de surface recommandé pour ce type de joint doit être plutôt soigné et un RA compris entre 3,2 et 6,4 est généralement requis. Pour des applications plus sévères ou avec du vide, on peut demander un état de surface de 1,6. Ce joint admet un serrage élevé compte tenu de son âme métallique, mais dans son fonctionnement normal, une épaisseur de revêtement doit être conservée en sommet des stries afin de ne pas endommager l'état de surface des portées de bride. Donc attention de bien contrôler le serrage pour éviter d'endommager les faces de bride. Donc il faut une mise en place soignée de ce type de joint au moment de l'accostage des portées. Un défaut d'alignement ou de parallélisme peut faire glisser le revêtement. Donc il est recommandé de soigner la procédure de serrage et de bien la maîtriser. Ce joint n'est pas conçu pour un contact métal-métal avec l'anneau de centrage. Il faut donc prendre garde à en avertir le personnel de maintenance, surtout s'il s'agit de remplacer un joint spiralé. Un surserrage de ce joint peut abîmer les stries du joint, mais également les portées d'étanchéité de la bride, ce qui nécessiterait de changer les brides, ce qui peut facilement engendrer des coûts élevés. Concernant l'étanchéité de ce type de joint est adaptée à la nature du revêtement. En règle générale, cela dépend de l'usinage des stries et de l'épaisseur du revêtement. Le joint sera plus étanche que si le revêtement est utilisé seul. Les stries métalliques, en pénétrant le revêtement, créent une multitude de barrières qui s'opposent à la progression de la fuite. Voilà, donc là on a toujours le même graphique et donc du coup on peut constater une forte influence de la contrainte de serrage sur le niveau d'étanchéité. En fait ici
à chaque fois qu'on comprime le joint, du coup, en délestant le joint, on réatteint des niveaux d'étanchéité comme au palier suivant. Donc, c'est des joints qui sont très sensibles au niveau de serrage qui est appliqué. Pour les joints métalloplastiques maintenant, c'est des joints qui sont cadrés par les normes 12560-4 ou ASME 16.5 pour les joints de type classe américain et donc cadrés par la norme EN 1514-4 pour les joints de type PN européen. Et donc on a également les joints métalloplastiques revêtus qui sont cadrés par les normes 12560-7 et 1514-7. Donc les joints métalloplastiques sont composés d'une garniture métallique, d'une garniture non métallique, pardon, graphite expansé, PTFE expansé ou mica, enrobée, elle, d'une enveloppe qui est métallique. Cette enveloppe peut être réalisée à partir de matériaux différents, plomb, aluminium, laiton, cuivre, inox, monel, inconel, etc. Traditionnellement, il est reconnu que la structure malléable et souple de la structure du métalloplastique permet des efforts de serrage très élevés sans abîmer les portées. L'utilisation de revêtements métalliques ondulés comme revêtement a pour objectif de créer un phénomène de labyrinthe d'une part et d'augmenter localement la pression de contact pour améliorer l'étanchéité. Ce joint a connu un développement nouveau avec l'apparition des joints revêtus le plus souvent de graphite expansé, de PTFE ou bien encore de mica. Le comportement de ce type de joint dépendra de l'insert, de la structure métallique et du revêtement. Ce joint se présente en différentes configurations, avec ou sans anneau, comme les joints spiralés. On peut avoir un anneau interne et également un anneau externe qui permet de centrer le joint par rapport à la boulonnerie. Les applications industrielles, donc ce sont des joints qui sont utilisés dans les échangeurs thermiques. Donc dans ce cas, ils sont équipés de barrettes internes qui permettent d'assurer l'étanchéité entre les différentes chambres. Donc comme par exemple, on a une petite illustration d'un joint avec des barrettes internes en haut à droite de la diapositive. Le revêtement graphite permet donc l'utilisation dans les milieux pétroliers, la pétrochimie, et en présence de haute pression et de température élevée. Et le revêtement PTFE, lui, permet une utilisation dans les domaines de la chimie, minérale, organique et la pharmaceutique, et des applications en milieu agressif. Ces joints sont adaptés à la majorité des fluides industriels en fonction du revêtement, et la tenue en température dépend de l'insert et du revêtement. Avec un revêtement mica, le joint peut être adapté à des hautes températures allant jusqu'à 800 degrés. Les états de surface, donc on doit avoir un état de surface, un RA compris entre 1,6 et 6,4 sur les faces de bride lorsque le joint est revêtu. Voilà, et pour l'étanchéité, le joint métalloplastique sans revêtement présente un niveau d'étanchéité à l'hélium très inférieur aux autres types de joints s'il est utilisé avec un faible niveau de serrage à l'assise. Ce niveau d'étanchéité peut s'améliorer avec un niveau de serrage plus élevé, et l'ajout d'un revêtement permet d'améliorer grandement les performances en étanchéité de ce type de joint. L'utilisation d'un limiteur d'écrasement permet d'appliquer au joint un effort de serrage important qui améliore légèrement l'étanchéité en comparaison d'un joint métalloplastique sans anneau. Donc là, je vais vous présenter les joints non métalliques à enveloppe PTFE qui sont cadrés par les normes 12560-3 pour les joints de type classe américain et cadrés par la norme 1514-3 pour les joints de type PN européen. Les enveloppes de joints sont généralement fabriquées en polymère en PTFE et lames en fibre comprimée ou en graphite. D'autres matériaux sont également utilisés pour des applications particulières. Les joints doivent être utilisés avec des faces de bride de type des faces de bride plates ou surélevées. Voilà, donc on va avoir différentes formes d'enveloppes PTFE. On va avoir les enveloppes de type A, de type fendu, les enveloppes de type B qui vont être une enveloppe rectangulaire qui
vient épouser lame du joint, et également des enveloppes de type C, donc arrondies autour de lame du joint. Voilà, les applications industrielles, ils sont largement utilisés pour les équipements de tuyauterie et appareils en chimie impliquant des efforts de serrage faibles, des brides en verre et ou des défauts importants des défauts de forme importants pour les brides émaillées par exemple. Ils sont compatibles avec la plupart des fluides grâce à leur enveloppe PTFE. Et par contre, les températures, du coup, sont limitées toujours par l'enveloppe PTFE, donc limite classique entre 150 et 220 degrés. Les pressions, donc ils sont utilisés pour des pressions allant jusqu'à 63 bars ou des classes 300 pour les joints américains. Et l'état de surface des brides, donc pour les joints PTFE, ça nécessite un état de surface qui ne doit pas être trop lisse, un RA compris entre 3,2 et 12,5. Ensuite, on peut avoir également des joints en graphite expansé matricé. Donc, il n'y a pas de norme spécifique qui traite de ce type de joint. Ces joints ils sont constitués de 3 parties. Il va y avoir une bague en graphite expansé obtenue en comprimant un ruban de graphite. C'est elle qui va assurer l'étanchéité. La structure laminaire du joint est placée perpendiculairement au chemin de fuite, mais aussi la reprise élastique du joint en s'appuyant sur les anneaux métalliques. Les 2 bagues métalliques internes et externes, donc ça ce sont les 2 autres parties qui composent le joint et qui délimitent le volume disponible pour la bague de graphite. L'une des 2 bagues, parfois les deux, doivent servir de limiteur d'écrasement de la bague graphite et doivent donc pouvoir supporter des efforts de serrage et de pression et les efforts radiaux résultant de la compression de la bague graphite. Les joints graphite expansé matricé peuvent être dimensionnés précisément en jouant particulièrement sur la masse de graphite et adaptés aux conditions de serrage ou d'étanchéité requises. Les bagues, contrairement à celles utilisées pour les joints spiralés, sont calculées et usinées pour travailler en contact métal-métal avec les portées. La largeur de la bague graphite, quant à elle, elle est adaptée aux performances recherchées. Le joint en graphite expansé est utilisé dans les conditions de service les plus difficiles et notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour la tenue aux irradiations, le domaine de la chimie, de la pétrochimie et de la marine et donc sur des robinets, des vannes, des soupapes, des canalisations de vapeur et haute et basse pression. Pour la compatibilité des fluides, donc les fluides compatibles avec on est limité aux fluides compatibles avec le graphite pour ce type de joint, donc l'eau, la vapeur, etc. Et dans la mesure où le graphite est traité avec un inhibiteur de corrosion, ces joints ont un excellent comportement aux températures élevées jusqu'à 550 degrés. Ces joints peuvent être utilisés jusqu'à environ 500 bars et nécessitent des états de surface de bride compris entre des RA compris entre 3,2 et 6,4. Et donc le serrage admissible peut être relativement élevé grâce au limiteur d'écrasement. Pour l'aspect étanchéité, compte tenu de son fonctionnement spécifique en contact métal-métal, on ne considère le comportement en étanchéité que lors d'un desserrage accidentel du joint. En effet, le serrage initial du joint permet de prendre en compte tous les efforts en service qui seront appliqués au joint. Le serrage initial intègre donc l'effort nécessaire pour arriver au contact des anneaux et l'effort nécessaire pour compenser l'effet de fond et compenser les efforts extérieurs dus aux dilatations thermiques, à des désalignements, ou à corriger des défauts de parallélisme. Donc ce sont des joints qui ont des performances en étanchéité qui sont relativement constantes quand on décomprime le joint, mais qui, à un faible niveau de serrage, perd assez brusquement son étanchéité. Donc là, on a un exemple sur le graphique pour des essais. Donc en ordonnée, on a toujours les niveaux de fuite mesurés en hélium. Et en abscisse, les
les forces de compression appliquées sur le joint. Donc on voit que plus la force diminue, donc si la force diminue, on voit que du coup on a un palier, donc les joints ont des comportements en étanchéité assez stables, sauf pour à partir d'un certain niveau de pression résiduelle sur le joint. Du coup, on a des performances, on perd très vite l'étanchéité. Maintenant, je vais vous présenter donc les joints métalliques. Donc on a les joints massifs métalliques de type plat qui sont cadrés par les normes 12560-4 pour les joints classe américains et donc cadrés par la norme 1514-4 pour les joints PN européens. Les joints en métal ondulé sont utilisables sous forme circulaire, ovale, rectangulaire ou elliptique jusqu'à 4 ou 5 mètres de diamètre. Ils conviennent autant pour des petites dimensions, mais aussi pour des grands appareils, d'autant que leur rigidité facilite leur mise en place et que leur souplesse permet un emballage de dimensions réduites. Tous ces joints peuvent être munis de languettes de fixation en acier pour faciliter le montage sur des grands diamètres, et différents matériaux sont utilisés pour leur fabrication, tels que l'aluminium, le cuivre, l'argent, le nickel, l'acier doux, etc. Ces joints conviennent aux hautes pressions et ou aux hautes températures. Il existe de multiples formes et types. Il existe des joints toriques, des joints plats, des joints striés, des joints ondulés. Pour étancher ce type de joint, ce type de joint doit être plus ou moins mou que la bride. C'est le joint qui doit se déformer et non la bride, bien évidemment. Les applications industrielles, donc ce type de joint est utilisé en robinetterie ou dans les échangeurs, en général dans des brides à emboîtement. Le joint strié ou ondulé est utilisé quand le serrage disponible est faible. Le joint ondulé est utilisé à faible pression de service et il doit comporter un minimum de 3 ondulations. Les températures maximales admissibles par ces joints sont en général très élevées et elles sont directement associées aux matériaux utilisés. Pour les pressions, donc ces joints peuvent être utilisés à haute pression. Ça, c'est donc les hautes pressions. Les hautes pressions, ça après, c'est à confirmer avec les fabricants selon leurs utilisations. Et donc les RA sur les RA des brides doivent être inférieurs à 1,6. Ce type de joint n'admet aucun défaut de surface. Et le serrage admissible est fonction du matériau métallique et de la forme. Donc le serrage admissible est faible pour les joints de forme ondulée. Donc là, on en vient aux joints métalliques massifs de type RTJ. Donc ce sont des joints toriques, donc les joints RTJ qui sont des joints toriques ou qui peuvent avoir des sections octogonales également. Ces joints sont cadrés par les normes 12560-5 et ASME B1620 pour les joints de type classe, mais ce sont des joints qui n'ont pas d'application pour les brides PN, donc les brides européennes. Donc, comme je l'ai dit, c'est des joints qui ont des sections ovales ou octogonales, généralement en acier inoxydable. D'autres matériaux tels que le monel ou l'incolloy sont également disponibles pour des applications spécifiques. Il existe des variantes à effet autoclave, c'est-à-dire que la mise en pression du joint agit sur le joint pour augmenter la pression de contact sur les portées d'étanchéité. Donc, plus on met en pression, plus le joint a tendance à être étanche. Ce type de joint a été conçu pour des conditions de pression et de température élevées. Donc là, on a différents types de joints qui sont présentés. Donc on a le joint RTJ qui sont présentés sur les images en haut à droite. On a le joint RTJ, donc à section ovale octogonale. On va avoir le joint de type RX qui, lui, va utiliser, comme je disais, l'effet autoclave de la pression pour améliorer son étanchéité. Et il y a également le joint de la variante de type BX qui permet d'atteindre des pressions internes de 1300 bars. Voilà. Et donc le joint ovale peut être muni d'un revêtement caoutchouteux permettant de protéger les surfaces des brides et de limiter la corrosion qui peut apparaître avec les joints conventionnels.
L'étanchéité est assurée sur une circonférence par la pression de contact entre le joint et la portée de bride. Le dimensionnel du joint et la portée ont donc un rôle essentiel. La faible surface de contact engendre une forte pression de contact, ce qui assure une excellente étanchéité à condition que l'état de surface de la portée du joint soit adapté. L'état de surface de la portée du joint et également du joint, bien évidemment. Cette forte pression de contact peut engendrer, attention, un matage des portées si le matériau du joint n'est pas adapté à celui des portées. L'utilisateur devra porter une attention particulière au matage des portées et aux concentrations de contraintes dans le fond des gorges. Pour les applications industrielles, c'est des joints qui ont été initialement développés pour les applications à haute pression et température rencontrées sur les sites de forage pétrolier ou pour l'industrie du gaz. Aujourd'hui, on peut les retrouver sur des vannes des canalisations et des appareils à pression. La compatibilité avec le fluide est dépendante du matériau utilisé pour la fabrication du joint. Donc on a exactement la même contrainte au niveau de la température. C'est le matériau du joint qui va conditionner directement les températures maximales admissibles. Et donc le joint est spécifiquement conçu pour des applications haute pression jusqu'à des classes 2500 dans le N12560-5. L'état de surface des portées d'étanchéité doit être un RA inférieur à 1,6. Pour les précautions d'utilisation, il est recommandé d'utiliser les matériaux de joint dont la dureté est inférieure à celle de la bride. Les dimensions du joint, comme celles des portées de bride, sont parfaitement définies et normalisées. Donc, bien se renseigner sur les normes pour les différentes dimensionnements à respecter. Et elles doivent être particulièrement soignées car elles sont la base de l'efficacité de ce type de joint. Donc, comme dit en premier point, attention à bien sélectionner un matériau de joint dont la dureté est inférieure à celle de la bride, parce que sinon on peut être vite confronté à des matages déportés et à des concentrations de contraintes dans le fond de gorge. Donc, ce qui nécessiterait à chaque fois de recharger les faces pour les réusiner, de recharger les faces de bride pour les réusiner à chaque changement de joint. Ensuite, on a des types de joints massifs métalliques qui sont des joints à souder. Donc, on a différentes formes qui sont présentées à gauche. Et donc, ce sont des joints, eux, qui présentent un très très bon niveau d'étanchéité, mais qui, étant soudés sur les faces de bride, lors d'un changement de joint, nécessitent une reprise des faces, un réusinage des brides, quoi. Voilà, donc là, on en arrive aux joints toriques à âme métallique élastique. Donc, il n'y a pas de normes spécifiques qui traitent de ce type de joint. Ce sont des joints qui sont totalement métalliques et qui se déforment plastiquement sous la pression d'assise. Ils se composent dans leur version simple tore d'une âme élastique constituée d'un ressort hélicoïdal à spire jointive, entouré dans le cas général de deux revêtements métalliques. Le ressort possède une élasticité qui lui permet, par l'effort que demande sa déformation, de provoquer l'écrasement du revêtement extérieur et par la réaction qui s'oppose à l'effort de compression, d'assurer le contact permanent du joint entre les portées d'étanchéité des brides. C'est un joint qui peut se comporter en limiteur d'écrasement, c'est un joint qui peut avoir un limiteur d'écrasement interne ou externe également. C'est un joint qui est fabriqué dans une large gamme de matériaux, qui peut être fabriqué en plomb, en cuivre, en argent, en or, en nickel, etc. Ou même également en inconel pour des très hautes températures. Et donc avec un dépôt optionnel avec un revêtement métallique sur le joint. Un revêtement mou qui va permettre, lors de l'écrasement, de venir créer une surface d'étanchéité avec les faces de bride. Ce type de joint est disponible dans une très large gamme dimensionnelle, diamètre nominal de 4 mm jusqu'à 8 mètres pour des diamètres de tore, pour un diamètre de tore de 1,6 mm à 40 mm. Ce type de joint, compte tenu des différentes possibilités de fabrication, est utilisé dans de nombreuses applications industrielles.
dans le domaine du vide, du nucléaire, de l'aéronautique et plus particulièrement en conditions extrêmes de fonctionnement. La température maximale admissible est généralement très élevée, elle est directement associée aux matériaux utilisés pour le ressort et l'âme du joint et le revêtement également. Pour donc les niveaux de pression, ce type de joint peut être utilisé dans une très large gamme de pression, du vide jusqu'aux très hautes pressions. L'état de surface doit être, donc le RA doit être compris entre 0,4 et 1,6. Et pour les précautions d'utilisation, ce type de joint relativement rigide, et réalisant l'étanchéité sur une largeur faible, est très exigeante en regard des défauts de forme, de l'état des portées et de l'état de surface. Il est recommandé d'utiliser des matériaux de joint dont la dureté est inférieure à celle du matériau de la bride. Toujours comme pour le joint RTJ, sinon on risque de marquer ou de mater les faces des brides plutôt que le joint. Et donc pour les dernières slides, je vais passer rapidement dessus. C'est un récapitulatif de toute la présentation que je viens de faire. Donc, il présente les types de joints, les normes associées, les applications industrielles, les différentes températures, les pressions maximales et les précautions d'utilisation en fonction des différents types que je viens de présenter. Donc, voilà, ça aide aussi dans la sélection des joints en fonction des conditions d'utilisation qu'on peut en avoir. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Merci à tous d'avoir suivi cette web découverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Monsieur Javano, pour cette excellente présentation. Tout de suite, je vous invite à répondre à ces deux petites questions. Oui. Alors, je m'excuse, je ne vois pas de questions. Non, Monsieur Javano, seuls les participants peuvent répondre à ces questions. Ah oui, pardon, ok. Merde. Oh. Merci à tous. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Tout de suite, nous commençons par les questions-réponses. Monsieur Javano, quelles sont les règles de dimensionnement de solutions d'étanchéité? Alors pour les dimensionnements de ces solutions d'étanchéité, on va avoir différentes, alors en fonction des types de joints bien évidemment, on va avoir différentes solutions qui vont être possibles. Alors pour tout ce qui va être joint torique élastomère, il va y avoir les normes ISO 3601 qui vont permettre en fonction des dimensions de bride ou des dimensions de joint qu'on utilise de pouvoir dimensionner soit le joint, soit la gorge associée en fonction des conditions d'utilisation, etc. Donc ça pour les joints toriques. Et donc pour les joints plats qui vont être assemblés dans des assemblages à bride, on va avoir la norme européenne EN 1591 qui va permettre de pouvoir calculer et vérifier le bon dimensionnement des assemblages à bride en fonction des conditions de pression et de température. Donc, il va permettre d'assurer, au travers d'un calcul, de vérifier la tenue mécanique de l'assemblage et également la tenue en étanchéité, puisque c'est une méthode de calcul qui va prendre en compte le comportement du joint suivant des paramètres issus d'essais spécifiques cadrés par la norme EN 13555. Et donc, cette méthode de calcul va permettre de vérifier la tenue étanche également de l'assemblage.
Après, il y a d'autres méthodes qui sont plutôt basées sur la méthode de Taylor-Forge, donc explicitée dans le CODAP, qui elles sont des méthodes plus rapides que le N1591, mais qui ne vont assurer, enfin qui ne vont permettre de vérifier que la tenue mécanique de l'ensemble, pas la tenue en étanchéité. Très bien, merci Monsieur Javano pour cette réponse. Question suivante. Avez-vous une idée de la perméabilité des joints PTFE à la perméabilité à la vapeur d'eau? Ça c'est alors comme comme ça tout de suite, il n'y a pas de valeur prédéfinie. Ça c'est des essais qui doivent être faits. Enfin, c'est des valeurs qui doivent être tirées d'essais spécifiques en fonction des différents joints, enfin des joints, des fabricants, etc. Il n'y a pas de mémoire, il y a pas de valeur standard en fait de perméation à la vapeur d'eau, mais c'est des valeurs qui peuvent être directement qui peuvent être directement tirées en faisant des essais spécifiques en perméation. Alors, pour la vapeur d'eau, en général, c'est des essais qui vont être faits en hélium et qui vont par la suite avec des formules de conversion de gaz qui vont permettre de remonter à un critère, un critère d'étanchéité, de perméation pardon, avec la vapeur d'eau. Mais c'est une question que je pourrais poser plus précisément à des collègues qui sont plus spécialisés dans les essais de perméabilité et éventuellement répondre plus tard. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Quelle solution pour une étanchéité à l'huile minérale aux environs de 1000 bars? Aux environs de 1000 bars, bah ça, on va avoir des joints élastomères qui vont être très performants avec des huiles de mémoire, les EPDM par exemple, qui vont être très performants. Alors attention, par contre, ça va être pour la compatibilité au fluide, mais pour l'utilisation à très haute pression, il va falloir également utiliser ce qu'on appelle des bagues anti-extrusion, parce que les joints élastomères, il faut savoir que pour pouvoir être monté, que ce soit en montage axial ou en montage radial, bien souvent, il existe des jeux entre les différentes pièces dans lesquelles le joint est monté. Et donc, à très haute pression, les joints élastomères ont tendance c'est des matériaux qui sont viscoélastiques, donc qui ont une part visqueuse et qui vont avoir tendance à aller occuper tout l'espace qui est disponible pour le joint, y compris l'espace qu'il existe entre les différentes pièces. Et donc, à très haute pression, les joints élastomères peuvent aller s'extruder entre ces pièces, même si le jeu est minime. Hein. Et donc, du coup, en fait, on va en venir à ruiner le joint. Et donc, ces phénomènes d'extrusion peuvent être palliés par l'utilisation de bagues anti-extrusion. Voilà. Mais après, pour les compatibilités avec les différents fluides, je vous renvoie vers le début de la présentation que j'ai faite là avec les différents matériaux élastomères et les compatibilités associées, si vous voulez des descriptions plus précises des différents matériaux. Très bien, merci monsieur. Question suivante. Quelle est la définition de l'effet de fond? Quelles précautions prendre pour le limiter? Alors, l'effet de fond, la définition, ça va être si vous prenez un assemblage à bride, bien souvent c'est relié à de la tuyauterie de part et d'autre. En fait, quand vous appliquez de la pression à l'intérieur, vous allez avoir tendance à écarter ces deux brides. C'est-à-dire que schématiquement, si vous prenez ces assemblages à bride avec la tuyauterie qui est soudée de part et d'autre, si vous les bouchez, quand vous appliquez la pression, il va y avoir un effort qui va être généré par la pression sur ces fonds qui servent à boucher les, euh, la tuyauterie. Et donc, du coup, ça va avoir tendance à générer un effort axial dans l'assemblage à bride. Et donc, ça, c'est un effort qui est, quand on est en service, donc c'est des efforts qui sont, quand on utilise une bride pleine, on vient boucher l'ensemble, mais sur une tuyauterie, sur une tuyauterie classique, en fait, l'effet de fond va être généré par tout le reste de la tuyauterie, en fait. Et quand on serre l'assemblage à bride à l'assemblage, du coup, quand on met en pression, il faut bien savoir et bien prendre en compte lors du dimensionnement que
lors de la mise en pression, on va avoir tendance à délester le joint et à écarter les brides, dû à cet effet de fond justement, à cet effort axial qui est généré par la pression. Et donc ça, c'est les précautions à prendre pour pallier à cet effet de fond. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, parce que du coup, le seul moyen de l'éviter, c'est de ne pas mettre en pression le système, mais ce n'est pas le but. Par contre, c'est des aspects qui peuvent être appréhendés lors du dimensionnement. Quand vous faites des calculs de dimensionnement, comme je disais tout à l'heure, soit suivant la méthode de Taylor-Forge ou suivant la méthode de N1591, comment dire, pour la tenue mécanique de l'ensemble, en fait, c'est au travers d'un bilan d'effort, c'est un effet qui va être pris en compte et qui va permettre de spécifier un effort de serrage qui permet à l'assise de pouvoir contrer les efforts de délestage en service. Très bien. Question suivante. Peut-on appliquer un revêtement sur les joints toriques élastomères pour limiter leur perméabilité? Alors ça c'est moi personnellement, ce sont des choses que je n'ai jamais vues. Et je ne pense pas que ce soit recommandé. J'ai des collègues qui vont être plus spécialisés que moi là-dedans. Je pense que l'inconvénient principal d'appliquer un revêtement sur un joint élastomère, ça va être que dès qu'on va l'écraser, ça dépend du revêtement que vous avez en tête, mais dès que vous allez l'écraser, en fait, le revêtement va se ruiner ou va se craquer ou va se détériorer en fait à partir du moment où le joint va commencer à se déformer. Donc moi c'est quelque chose que j'ai jamais vu personnellement. C'est peut-être quelque chose qui existe, mais je peux pas vous répondre là-dessus. Très bien. Question suivante. Pouvez-vous indiquer les différents procédés de découpe des joints plats, ainsi que les avantages et inconvénients de chacun? Alors ça non, les procédés de fabrication, je suis désolé, je les ai pas en tête. Ça, c'est éventuellement quelque chose que pour les différents procédés, les avantages et inconvénients, je vous invite à éventuellement vous rapprocher des fabricants de joints s'ils sont d'accord pour vous les donner. Mais bon, après, vu que que ce soit au niveau dimensionnel ou même procédé de fabrication, je pense que c'est des choses qui sont quand même très bien cadrées. Moi spécifiquement, je peux pas répondre à votre question sur les procédés de fabrication des joints, mais éventuellement, je vous invite à vous rapprocher des fabricants eux-mêmes. Très bien. Question suivante. Quelles sont les applications des joints toriques en Viton? Les joints toriques en Viton, comme ça de tête, je les ai pas. Je sais plus. Elles sont peut-être explicitées dans le premier tableau que j'ai présenté. Je peux me renseigner et répondre si j'ai le contact de la personne qui a posé la question. Répondre plus tard par email. D'accord, oui, ce sera possible effectivement de lui répondre plus tard. Nous poursuivons avec une nouvelle question. Quelle est la différence entre les joints mica et les joints vermiculites? C'est des procédés de fabrication qui vont être différents et qui vont du coup donner des propriétés aux joints différentes. C'est de mémoire pas tout à fait la même matière, mais ça toujours pareil pour ces questions spécifiques-là, je peux me renseigner également sur la question, mais c'est quelque chose que je vous invite également à vous rapprocher des fabricants de joints pour ce type de questions précises. D'accord, merci monsieur. On va prendre une dernière question. Les joints toriques métalliques se déforment plastiquement ou y a-t-il un retour élastique? Alors, ça dépend de quel joint on parle. Si on parle des joints toriques métalliques massifs, donc les joints RTJ, il va y avoir une déformation plastique des joints. Il va forcément y avoir un matage du joint et éventuellement de la bride derrière aussi. Donc, c'est
pour les joints métalliques massifs, il faut savoir qu'il y a très peu, voire pas, de retour élastique. En fait, dès qu'on serre le joint, on va avoir une très bonne étanchéité. Par contre, le moindre desserrage qu'il va y avoir, on va tout de suite perdre l'étanchéité. Par contre, si on parle de joints élastoplastiques, donc des joints toriques métalliques creux ou énergisés, comme on a vu tout à l'heure, avec donc des joints type C avec ressort à l'intérieur, si je peux dire. Du coup, là, c'est des joints qui vont se déformer plastiquement, mais qui vont, de par leur forme, étant creux ou de par le ressort qui va servir à les énergiser, pour ceux qui sont énergisés, qui vont permettre d'avoir une petite restitution élastique également. Mais il faut savoir que c'est des restitutions élastiques qui sont quand même relativement faibles. Mais c'est possible d'en avoir. Donc sur les joints toriques métalliques creux, il y a une petite restitution élastique. Par contre, sur les joints toriques métalliques, il y en a, c'est infime, voire quasi pas. D'accord, merci monsieur. Je vais prendre une dernière question. Pour les joints fibres, vous indiquez une température d'utilisation inférieure à 250 degrés. Est-ce en continu ou en pointe? Ça peut être les deux. Ça, c'est une question toujours que les fabricants de joints vont réussir à répondre mieux que moi. Par contre, que ce soit alors en continu, de toute façon, c'est fortement déconseillé d'atteindre ces températures-là. Et en pointe, je dirais également parce que en fait, on va être directement dépendant du comportement de l'élastomère qui compose les joints fibres. Et donc, en fait, que ce soit des pics ou donc une température constante va de toute façon augmenter la vulcanisation des joints et donc les détériorer naturellement. Et même au-delà de 250 degrés, hein, l'élastomère va se détruire en fait. Et pour des températures de pointe, je pense que les mêmes risques sont à prendre en compte, c'est-à-dire que le matériau, pas les fibres, hein, mais le matériau de base du joint, même à ces températures-là, je pense que même en pointe, il est fortement déconseillé d'atteindre ces températures-là parce que sinon on risque de détériorer la matrice même du joint. Merci, monsieur Javano, pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinar, Panorama des systèmes d'étanchéité statique. Merci beaucoup à notre intervenant, monsieur Stéphane Javano. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.